plus important contingent de réfugiés. Tous veulent croire au retour un jour, même s'ils racontent qu'ils ont dû abandonner leurs papiers et que les Serbes ont arraché les plaques d'immatriculation de leur voiture. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait parce qu'ils ont pris les passeports, les cartes d'identité de France, et là on ne peut pas partir. Les autorités albanaises sont face à une impasse. Fermer les frontières, c'est risquer d'exacerber les passions nationalistes entre les différentes communautés des Balkans. Les ouvrir, c'est rompre les équilibres fragiles entre les pays riverains du Kosovo. L'Albanie multiplie les appels à l'aide internationale et maudit le HCR qui aurait selon elle centré sa priorité sur la Macédoine. En une longue colonne, ces réfugiés épuisés et frigorifiés tentent de gagner le Monténégro. La petite république yougoslave reste pour eux la porte de salut la plus proche. Plus de 25 000 albano-kosovars seraient arrivés dans la ville frontalière de Rosadje depuis samedi, venant s'ajouter aux 20 000 personnes qui avaient déjà fui vers le Monténégro avant le début des frappes. Certains ont précédé en voiture ou en autobus réquisitionnés par les Serbes, explique-t-il, pour leur faire quitter le Kosovo. Tous sont porteurs des mêmes témoignages d'horreur, de proches assassinés pour une poignée de Deutschmark. Certains brandissent des clés, la seule chose qui leur reste de leur maison. La ville de Peć, deuxième agglomération du Kosovo, serait vidée de ses habitants. En rupture politique avec Belgrade, le Monténégro a offert ses capacités d'accueil aux réfugiés, mais cette entité de la Yougoslavie vit comme la Serbie sous les bombardements. Et chaque bombe qui tombe accroît les tensions ethniques. Moins de 7% de la population du Monténégro est de souche albanaise. 35 000, il serait 35 000 à avoir trouvé refuge en Macédoine si l'on en croit les autorités de Skopje. Et ce n'est pas fini, un bouchon de 7 km se serait formé dans l'après-midi sur la route qui mène à la frontière, selon le HCR. Le gouvernement macédonien affiche son inquiétude. Depuis hier, il tente de contrôler ce flux croissant de réfugiés. Pour les autorités de Skopje, les capacités d'accueil sont saturées. Un pas en avant, deux pas en arrière. La Macédoine tente de décourager les réfugiés de venir s'installer sur son sol, mais hésite à fermer ses frontières. Les passagers de ce train ont échappé de peu à un retour forcé. Les policiers macédoniens, après avoir scellé les portes des wagons, vont finalement autoriser les dizaines de réfugiés à rester sur le territoire. Entre-temps, le Premier ministre macédonien en visite à Bonn a reçu l'assurance de recevoir une aide financière. Depuis hier, le gros des réfugiés arrive en Macédoine en empruntant d'étroits chemins dans la montagne, le plus sûr moyen d'éviter les patrouilles yougoslaves. Kiro Gligorov, le président macédonien, sait que l'afflux d'Albanais du Kosovo est une bombe à retardement pour son petit pays. Le fragile équilibre entre les communautés est menacé. L'homme, qui porte sur son visage les stigmates d'un attentat auquel il a échappé, a obtenu pacifiquement l'indépendance pour son pays. Mais aujourd'hui, la guerre en Yougoslavie inquiète le vieux président. La situation dans les Balkans de l'ancienne République yougoslave de Macédoine a tout du baril de poudre. L'Albanie, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Grèce. Chacun de ces pays a des revendications vis-à-vis de l'ex-République yougoslave de Macédoine. Avant son indépendance en 1991, la Macédoine était l'une des 6 républiques de Yougoslavie. Sa sécession se fait sans heurts. La Macédoine adhère à l'ONU, mais sous le nom d'ancienne République yougoslave de Macédoine, suite aux protestations de la Grèce, pour qui le nom Macédoine fait partie de son seul patrimoine. Outre la Grèce, le président macédonien a toujours su ménager son voisin yougoslave. En 1995, Slobodan Milosevic et Kiro Gligorov normalisent leurs relations. Pourtant, 2 ans auparavant, la tension était à son comble entre les deux voisins. Il faudra le déploiement des forces de l'ONU pour éviter l'extension à la Macédoine de la guerre en Bosnie. Depuis, le président macédonien s'est bien gardé de tout geste portant atteinte à la souveraineté de la Yougoslavie. Il est ainsi opposé à une sécession du Kosovo. Une opposition qui s'explique aussi par la situation ethnique de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, où vit une importante communauté albanaise qui ne cache pas sa sympathie pour les séparatistes de l'Utšeka.
Le président craint une déstabilisation du pays. Aujourd'hui, les 2 millions d'habitants sont à 65% des Macédoniens, slaves et orthodoxes, à 22% des Albanais musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, la cohabitation était satisfaisante. Mais les frappes de l'OTAN et l'afflux de réfugiés sont en train de saper les fragiles bases de la société macédonienne. Déjà, des affrontements entre les deux communautés ont eu lieu ces dernières semaines à Skopje, la capitale. 8 ans après son indépendance, la tourmente des conflits ethniques s'est dangereusement rapprochée de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, jusqu'ici épargnée. L'OTAN accuse les autorités de Belgrade de procéder à une destruction systématique des documents d'état civil des albanophones fuyant le Kosovo. C'est Djemiche, le porte-parole de l'Alliance, qui l'a affirmé cet après-midi lors du point presse quotidien de l'OTAN. Il semble que des pirates province, ethnic Albanians aren't just being expelled, they are being erased. Hello and welcome. Years of fighting in Yugoslavia have changed it. That country, before it lost Bosnia, Croatia, Macedonia, and Slovenia, before it feared losing Kosovo, before it came under NATO air attack, that country is just a memory. The NATO air campaign is in its 8th day, and it is escalating, with more planes deployed against more kinds of targets. The peoples of the Balkans may take some solace in memory, but on our program today, a look at memory, now under a different kind of attack. Disturbing allegations that go beyond what's known as ethnic cleansing. Identity elimination. NATO says Serb forces now seem intent on removing any traces of ethnic Albanians from Kosovo. We have also received more reports in the last 24 hours of what I called the other day identity elimination. The Yugoslav forces, so we are learning, are destroying the archives of the Kosovar people, property deeds, marriage licenses, birth certificates, financial and other records, public records, are being systematically destroyed. Identity elimination begins with the plundering of official files in Pristina and reaches all the way to the border, where refugees are being stripped of one of the few things they have left to lose, their identities. The confiscation of individual identity papers, combined with the widespread destruction of official records in Pristina, will make it difficult for ethnic Albanians to return home. Representatives of the Organization for Security and Cooperation in Europe are interviewing refugees as they leave Kosovo in an attempt to gather evidence. But the refugees, homeless and now increasingly nameless, may find little comfort in the notion that their oppressors' names may someday appear on a war crimes indictment. As the full scope of the ethnic cleansing has revealed itself, it's come to resemble other expulsions, other chapters in the region's tragic past. It has also brought to mind one man's haunting vision of the future. The late British author George Orwell wrote about the rise of fascism and the totalitarian state most chillingly in 1984, a novel about never-ending war and total repression. The world Orwell described was a place where the state stripped language of its meanings. Il y a eu des spéculations que je suis tué, que je suis été tué et aussi blessé, et aussi que ma maison était détruite. Mais heureusement, je suis là depuis il y a 8 jours, depuis le retour de Paris, avec ma famille. J'étais ici. Est-ce que vous croyez qu'il faut arrêter les bombardements et trouver une solution clairement politique? Vous savez, maintenant, il faut Belgrade, sur les voies diplomatiques, s'engager, accepter quelque chose, accepter, voir l'accord qu'on a. Parce que nous avons cette voie sur laquelle on travaille. Il faut, les voies de Rambouillet. Les voies diplomatiques de Rambouillet, bon, other intermediaire, Holbrooke, and negotiator, Primakov yesterday, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Il faut
que le bombardement arrête, qu'est-ce que vous croyez? Il faut arrêter tous. Et concernant les bombardements de l'Alliance qui s'intensifient, on apprend ce soir que l'OTAN a frappé le quartier général des forces spéciales yougoslaves à Belgrade. Cette frappe est la plus proche des milliers d'autres attendent à la frontière et ces réfugiés, dans le désarroi le plus total, finissent par ne plus être les bienvenus. Benoît Mousset. C'est le train de l'infortune. Pour enrayer le flot de réfugiés beaucoup trop nombreux, la police macédonienne a scellé les wagons puis fait repartir ce train d'où il était venu. Vers le Kosovo, vers la guerre, au désespoir de ses passagers, parmi lesquels beaucoup de femmes et d'enfants. Ceux-là, en revanche, ont eu davantage de chance. Leur train a été arrêté, mais ils ont pu continuer à pied. Pour ces milliers de réfugiés, le dur chemin de l'exode a commencé il y a déjà plusieurs jours. Tous viennent du Kosovo voisin, tous ont été chassés par les Serbes. Devant eux maintenant l'incertitude et l'inquiétude, derrière eux des souvenirs qu'il faut effacer. Nous avions peur des policiers serbes. Ils ont détruit nos maisons. Quand l'OTAN les a bombardés, ils ont détruit nos maisons. Il y a 30 à 40 000 personnes dans la rue, à côté ici, à côté de la Serbe côté, sans rien. Ils n'ont pas mangé 2 jours. Je ne sais pas, moitié de la Pristine elle a quitté. Aujourd'hui, combien sont-ils ? D'après les autorités macédoniennes, débordées par cet exode massif, 35 000 réfugiés seraient déjà arrivés, 30 000 autres attendraient actuellement derrière la frontière à quelques kilomètres d'ici. Une situation très alarmante, d'autant que la nourriture, l'eau et les logements pourraient très bientôt faire défaut. Et un autre danger guette les populations chassées du Kosovo, la famine. Ils sont donc également des milliers à tenter de passer les frontières du Monténégro et même à se diriger vers la Bulgarie, principalement des femmes et des enfants. Le Monténégro s'est dit au bord de la catastrophe humanitaire et a demandé que la communauté internationale lui vienne en aide de toute urgence. Richard Binet. Ils n'ont pu entrer en Macédoine, alors ils ont poursuivi leur chemin jusqu'en Bulgarie. 100 km au travers des montagnes, à pied, à dos d'âne, en tracteur, pour les plus chanceux. Fuir n'importe où et à n'importe quel prix, le Kosovo déborde de ses frontières, partout le même désespoir, la même peur. Vous ne comprendrez jamais ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai ressenti en moi-même. Enfermé dans la cave, attendant à chaque moment que les Serbes viennent me tuer et tuer ma famille. Ceux-là ont trouvé refuge dans une usine désaffectée de Rosadje au Monténégro. Dans chaque regard, une histoire, toujours la même, celle de ces Albanais déplacés ou poussés par la guerre, 100 à 120 000 selon le HCR. Et une fois arrivé, il faut encore survivre, trouver de quoi manger, à un abri pour dormir. Isolé du reste du monde, le Monténégro n'a pas les moyens de faire face à ce flux de réfugiés. Au Kosovo, alors que Pristina était à nouveau bombardée cette nuit, il reste encore des civils terrés dans les abris. La même détresse pour un autre drame, ces familles sont serbes, elles ne redoutent pas les exactions des forces de Belgrade, mais elles tremblent aussi pour leurs enfants, au rythme des bombardements des forces de l'OTAN. En Albanie, on compte 20 000 réfugiés de plus qu'hier. Il serait désormais 120 000, à tel point qu'on parle de désastre humanitaire. L'Albanie, pays extrêmement pauvre, a bien du mal à faire face à ces arrivées en masse de civils. Nombreux sont aussi les réfugiés qui passent les frontières de l'Albanie pour s'engager au sein de l'UÇK. L'armée de libération du Kosovo a en effet ordonné la mobilisation générale de ses troupes pour combattre la répression serbe. Benoît Duquesne, Didier Dahan. Nous sommes sur la route de la frontière. C'est là que les Albanais demandent aux Kosovars d'abandonner les tracteurs qui leur ont servi dans leur fuite. Peut-être les retrouveront-ils. La route, pour l'instant, doit se poursuivre en bus ou en camion. Alors on comprend mieux en se promenant en ville pourquoi de jeunes réfugiés tout juste arrivés endossent l'uniforme de l'armée de libération du Kosovo. Plus question de se cacher, il faut trouver des volontaires pour partir se battre contre les Serbes. Jusqu'à présent au Kosovo, on s'est efforcé de lutter par des moyens pacifiques pour que la communauté internationale nous soutienne. Elle nous a soutenus, mais maintenant on voit que c'est insuffisant. Vous êtes tous prêts à vous battre, à retourner au Kosovo pour vous battre contre les Serbes?
C'est maintenant l'un des espoirs un peu fous de bon nombre de Kosovars. Si Milosevic continue de vider la province comme il le fait, disent-ils, alors il n'y aura plus d'obstacles pour le combattre sur le terrain. Et cette fois, nous serons appuyés sans réserve par les forces de l'OTAN. Et devant l'afflux de réfugiés, les pays voisins du Kosovo ont appelé à l'aide les organisations humanitaires et l'Union européenne. Un déploiement d'aide sans précédent est en cours. Plusieurs pays déjà ont débloqué des aides d'urgence. Citons les États-Unis pour 300 millions de francs, la Suisse pour 80 millions et la France pour 75. Cyril Devaux. Une dizaine d'appareils transportent vers l'Albanie les 100 millions d'aides humanitaires débloquées par le gouvernement britannique. Des sacs remplis de couvertures, de toiles de tente, de pompes à eau potable et de vêtements. Il s'agit de parer au plus pressé. C'est très difficile de savoir ce qu'il faut faire avant de connaître le nombre de gens encore sur place et surtout les moyens pour parvenir jusqu'à eux. En attendant, notre défi est donc de donner à manger à tous les réfugiés qui ont fui le Kosovo. L'aide alimentaire et matérielle fournie par l'Italie est acheminée sur ce bateau militaire, le San Marco. Dans ces containers, des tentes pour abriter en urgence les milliers d'Albanais du Kosovo qui affluent en Albanie. L'Italie, qui a déjà envoyé des autobus et de la nourriture sur place, cherche à éviter que les réfugiés traversent la mer Adriatique en direction des côtes italiennes. Les Kosovars réfugiés en Albanie, au Monténégro ou en Macédoine devraient donc manger à leur faim, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Ce qui n'est pas le cas des populations restées au Kosovo, menacées par la famine d'ici une dizaine de jours. C'est assurément la plus grande urgence qu'ait connue l'Europe depuis la guerre en Bosnie. Comme ici en Espagne, c'est donc une course contre la montre que disputent les organisations humanitaires. La Croix-Rouge a déjà regroupé 30 tonnes de couvertures, de biberons pour les enfants ou de médicaments. Le convoi partira pour Tirana avec l'espoir de passer sur le territoire du Kosovo, toujours interdit aux ONG. Slobodan Milosevic continue de tenir tête à l'OTAN qui de son côté a décidé de passer à la vitesse supérieure. Les raids viseront désormais les chars et les troupes serbes sur le terrain. Comme pour défier l'Alliance, un nouveau concert rock a été organisé ce mercredi à Belgrade. Commentaire, Éric Monnier. Pour la 4e journée consécutive, un concert sur la place de la République de Belgrade. 10 000 jeunes, ignorant ostensiblement les alertes aériennes, sont venus à leur manière défier l'OTAN. Le symbole de cette résistance, toujours ces cibles affichées ou arborées sur les t-shirts. Et puis une nouveauté, un drapeau américain dont les étoiles ont été remplacées par des croix gammées. Une référence à l'Allemagne nazie systématique pour railler l'Amérique et ses alliés depuis le début des frappes. Pas étonnant donc de trouver la cérémonie anti-OTAN de Kragujevac en bonne place dans le bulletin d'information de la radio-télévision de Serbie ce soir. Kragujevac, ville martyre de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis fusillèrent une classe entière, élèves et enseignants, en 1941, toujours le symbole. Cette ville et celle de Čačak, quelques journalistes occidentaux ont pu les visiter aujourd'hui, escortés par l'armée yougoslave. Désormais, le complexe industriel est troué de vastes cratères de près de 20 mètres de diamètre et profond d'une dizaine de mètres. Tout autour, tôles, poutres, béton, ferraille ne forment plus qu'un amas de terre composite. Parmi les décombres que les ouvriers tentent de déblayer, il n'y a plus aucune trace visible des composants militaires que produisait également ce site militaro-civil. À la télévision de Belgrade, peu d'images en revanche ce soir des réfugiés d'origine albanaise qui quittent en masse le Kosovo. Mais des gros plans sur des destructions attribuées aux bombes de l'OTAN, des bombes à fragmentation, si l'on en croit le commentaire. Dans ces villages, elles auraient fait une dizaine de blessés civils. Des informations impossibles à vérifier. Aucun journaliste indépendant n'est libre de ses mouvements, aujourd'hui en Serbie. Le commandant Arkan, de son vrai nom, Raznatovic, aurait été repéré près de Pristina et serait impliqué dans les exactions en cours. Selon l'OTAN, il est recherché officiellement par le tribunal pénal international pour crimes de guerre. Et aujourd'hui, Louise Arbour, procureur général du tribunal pénal international de La Haye, a rendu publique l'inculpation du milicien serbe qui remonte à 1997. L'engagement de la France dans les opérations de l'OTAN suscite quelques tiraillements au sein de la gauche plurielle. En Conseil des ministres, Lionel Jospin a répondu aux interrogations de Jean-Claude Guesseau, ministre communiste des Transports, et a tenté de minimiser les divergences de vues. Reportage, Javi Timbert, Jean-Baptiste Prédali. La France a-t-elle ou non raison de participer à l'action militaire en Yougoslavie ? Depuis aujourd'hui, le débat s'engage jusqu'à la table du Conseil des ministres. Ce matin, devant Lionel Jospin et devant Jacques Chirac, un ministre communiste fait entendre sa différence.
Si vous voulez savoir si j'ai fait part de mes inquiétudes concernant le risque d'engrenage de guerre et de misère et d'épuration, je fais part de mes inquiétudes au gouvernement. Et l'on apprend qu'à la table du Conseil, Jean-Pierre Chevènement, qui la semaine dernière faisait connaître ses réserves, s'interroge sur le nombre de réfugiés au Kosovo. On apprend aussi que Dominique Voynet se pose des questions. Le Conseil des ministres est à peine terminé à l'Assemblée. La droite s'empare de la divergence communiste et la condamnation est solennelle. Il est impensable, lorsque la France est en situation de guerre, qu'elle ait un gouvernement divisé sur la question de la guerre. Informer, tenter d'expliquer. À Matignon, tous les présidents de groupes parlementaires, les patrons des commissions de la Défense et des Affaires étrangères.